Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être invité pour le 65e congrès de la Fédération des associations franco-allemandes pour l'Europe à Saint-Brieuc le 14 et 17 octobre. Je voudrais être avec vous, mais ça a été impossible pour les différentes réunions que nous avons, mais les nouvelles technologies fait possible d'être dans quelques lieux dans le même jour. Donc, je voudrais partager avec vous la présentation, mais il y avait quelques problèmes techniques avec mon computer. Donc, je fais mon conférence et je partagerai après mon présentation avec les organisateurs. Aujourd'hui, je voudrais parler sur ce que nous disons la conspiration virtueuse entre France et l'Allemagne sur la coopération transfrontalière. Nous disons que c'est une conspiration parce que dans le point de vue de cette nation, nous parlons de relations internationales. C'est les collectivités locales qui sont proches de la frontière. On fait de arrangements, programmes, coopération avec les voisins de l'autre côté. Pour les collectivités locales, ça c'est simplement des relations de voisinage, de coordination de différents défis, et comme ça. Mais pour la mentalité de cette nation, ça c'est relations internationales. Ça veut dire que c'est une compétence exclusive de cet État. Donc, ça c'est la dialectique que nous avons avec les États-nations depuis 1960. Mais aujourd'hui a été accepté par les États-nations que ça ce n'est pas de relations internationales traditionnelles, mais de la relation paradigme diplomatique, de la relation de voisinage, de coordination. Et les deux États-nations dans l'Europe qui ont fait le plus appui a été Allemagne et France. Donc, cette conspiration qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale, ça a développé d'une manière très importante dans tous les continents, et aussi en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Donc, c'est une très bonne conspiration que nous pensons qui a fait beaucoup de résultats pour les citoyens qui habitent proches de les frontières. Ça veut dire en Europe, un tiers de toute la population européenne, peut-être presque 200 millions de citoyens qui habitent près de la frontière. C'est une chose très importante, nous pensons. Ok. Nous parlons des régions frontalières et des régions transfrontalières. Les régions frontalières, ce sont des régions qui sont près de la frontière, l'Alsace ou Grand Est, l'Aquitaine ou Nouvelle-Aquitaine. Mais il y a aussi une catégorie de régions qui sont des régions transfrontalières, qui sont les eurorégions. Un cas très spécial, que c'est les régions, les GOTC, les groupements européens de coopération territoriale, les eurodistricts, les communautés de travail, comme la communauté de travail de Pyrénées, et comme ça. Ce sont des régions transfrontalières. Ces régions qui sont composées de au moins deux régions qui sont parties de au moins deux États. Donc, quand nous parlons de régions frontalières, ce sont généralement considérées comme périphériques, loin des centres de décision politique, économique, avec moins d'infrastructures, peu peuplées, rurales, avec moins d'accès aux services publics et pires possibilités et conditions de mobilité. Mais s'ils sont pris en compte dans leur réalité transfrontalière avec leurs régions voisines, ils pourraient devenir centraux dans le cadre des processus d'intégration supranationale ou non. Ça dépend de la habilité pour faire des relations, de coopération et de développement transfrontalier.
J'avais ici quelques cartes pour vous voir qu'il y a 300 structures de coopération transfrontalière ou régions transfrontalières qui sont actives en Europe. Et il y a une grande partie qui est environ les frontières de la France et d'Allemagne. Et les premières structures de coopération transfrontalière qui sont créées après les années 50 du dernier siècle ont été créées dans le fleuve Rhin, dans la frontière entre l'Allemagne, France, Luxembourg, la Suisse, mais aussi avec la Belgique et les Pays-Bas. Il y a beaucoup de structures et il y a un programme spécial de l'Union européenne et intérieur qui a commencé dans l'année 1989 et qui a été le plus important appui pour développer cette coopération, la coopération transfrontalière dans notre continent. La coopération transfrontalière en Europe, c'est une histoire de gouvernance à plusieurs niveaux. Et ça, c'est il y a beaucoup de défis, mais ça, c'est le défi le principal. De la raison que j'ai déjà exprimée, mais que c'est très important, que c'est difficile pour les États-nations de comprendre cette relation non comme une question de relations internationales, mais de relations de voisinage, pour les petites choses quotidiennes. Mais il y a aussi 60 ans de coopération transfrontalière formelle dans la UE. Mais nous avons avant siècles de coopération transfrontalière informelle, mais surtout anormale. La relation normale dans l'histoire de notre région transfrontalière en Europe a été la guerre. C'est particulièrement dans la frontière entre France et l'Allemagne, il y avait chaque 20-30 années une guerre. Une guerre qui c'est le résultat de l'interaction entre les États et normalement n'est pas la conséquence des relations transfrontalières des communautés locales. Et ça a été toujours un problème très important pour cette région qui a été les plus pauvres d'Europe. Après la Deuxième Guerre mondiale, les maires de petits villages, de grands villages, à côté de la frontière franco-allemande surtout, ont décidé que ça suffit de faire la guerre et nous devrons faire une autre chose pour unifier notre peuple, pour coopérer, pour avoir une pacifique. On a cherché de tout. Par exemple, quand le plan Marshall a été distribué dans cette région, on a fait des fêtes avec les jeunes des deux côtés de la frontière pour chercher les mariages transfrontaliers. Donc, on a pensé que s'il y a beaucoup de mariages transfrontaliers, la prochaine génération serait une génération binationale, transfrontalière, dont la guerre serait plus difficile. Mais ça a créé l'environnement parfait pour faire beaucoup de choses en plus. Pas seulement des mariages transfrontaliers, que c'est très important aussi, mais de faire la planification, l'aménagement des territoires transfrontaliers, pas facile, mais très important aussi, la protection des ressources naturelles partagées. Et aujourd'hui, nous avons de nouvelles générations de coopération, par exemple, les trams de Strasbourg. Vous pouvez prendre les trams pour aller à Kiel, qui est dans les côtés allemands, ou l'hôpital transfrontalier de Bretagne, dans les Pyrénées. C'est un hôpital, un territoire espagnol, catalan, mais qui est part de réseaux sanitaires espagnols, catalans et français. C'est un hôpital transfrontalier qui a été fondé en utilisant un instrument légal de l'Union européenne pour ces choses qui c'est le GECT, le Groupement européen de coopération territoriale. Donc,
nous disons, la Commission européenne dit aussi que les régions transfrontalières sont les laboratoires pour l'intégration européenne. C'est l'Europe un petit, donc on peut chercher à faire quelque chose qui après peut être amplié, qui peut être développé dans les domaines européens. Et dans ce laboratoire pour l'intégration, où nous avons des populations de 2 ou 3 ou 4 États-nations, on peut lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les lieux communs au sujet de la région et de la population voisine. Particulièrement quand il y a une histoire de guerre, de conflit, il y a beaucoup de ces stéréotypes, etc. Et ça, c'est très important de lutter avec ça. Que, le but final, c'est de trouver la confiance. La confiance suffisante pour utiliser des financements publics dans l'autre côté de la frontière. Ça, c'est une chose qui n'est pas facile. Mais au fond, nous pourrions avoir un budget transfrontalier Et ça, c'est le cas avec les programmes internes qu'il y a avant. On a très important financement de la Commission européenne avec un confinement de partenaires. Et ça, a été difficile de changer quelques mentalités pour cette chose. Mais aussi, l'Alliance européenne, pendant 60 années, a fait que la coopération transfrontalière est très reconnue dans d'autres continents et dans les dernières 15 années, comme ça. Et nous avons témoignage le développement des processus de coopération frontalière dans d'autres continents. Avec la quelques ressources, nous avons appuyé les processus dans l'Afrique, particulièrement dans l'Afrique de l'Ouest. Avec des partenaires espagnols et portugais, nous avons travaillé beaucoup dans l'Amérique latine, de l'Argentine jusqu'au Mexico, avec les problèmes spécifiques de cette frontière qui plus souvent sont on doit penser dans la migration, etc., le trafic Mais il y a aussi quelques exemples très intéressants dans l'Asie. Je montrerai une carte avec tous les espaces dans les différents continents qui vous pouvez dans la présentation après. Il y a quelques phases dans la coopération transfrontalière. La première, c'est la phase d'information. La création d'une connaissance commune et d'un climat de confiance au-delà de la frontière. La deuxième phase, c'est la consultation. Avant de commencer à prendre des mesures susceptibles d'avoir un impact de l'autre côté de la frontière, nous devrons faire la consultation. La coopération transfrontalière n'est pas je fais une proposition et je l'envoie de l'autre côté pour des commandes. Non. Nous devrons faire un papier en blanc. Et nous devons avoir une réunion de consultation et au fond, nous pouvons avoir les décisions communes pour développer ça ensemble. Et la troisième phase serait la harmonisation, ou quelques degrés d'harmonisation, des lois, des régulations, des règlements, des procédures, de l'utilisation de la culture administrative, de la culture politique, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles administratifs et légaux. On dit qu'on a un marché unique, mais nous disons que ça n'est pas vrai. Nous avons un marché commun, mais il n'y a pas de marché unique. Il y a 27 ministères des Finances avec les différentes conceptions du financement. Et il y a 27 ministères pour les pensions, pour le travail. Et nous savons très bien dans la frontière qu'il y a beaucoup d'asymétrie, beaucoup. Donc, le marché unique, c'est une utopie que nous pouvons chercher. Et la quatrième phase, c'est l'intégration des territoires, des politiques, etc. Nous savons,
n'est pas seulement l'Association des régions frontalières européennes est active dans les coopérations transfrontalières européennes. Il y a de 300 structures dans les frontières. Il y a quelques réseaux et nous travaillons beaucoup avec eux. Par exemple, vous savez, en France, la mission opérationnelle transfrontalière, c'est une structure intergouvernementale et de coordination des différentes collectivités, des structures qui opèrent dans la frontière. Et nous avons une action très, très singulière. Il y a une structure similaire en Hongrie, le CESCI, Central European Service for Cross-Border Initiatives, qui a été créé dans l'exemple de la mode. Et les trois de nous, l'ARF, la mode et le CESCI, nous avons signé une déclaration la semaine dernière à Strasbourg pour coordonner plus, pour travailler ensemble, etc. Mais il y a beaucoup, il y a le TEIN, le Transfrontières Euro Institute, AQEL, qui s'occupe des aspects académiques, de la recherche, et nous cherchons de faire une connexion entre l'académie et les personnes qui pratiquent la coopération dans le terrain. Très intéressant, pas facile, mais très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'informations pour des uns et des autres. Mais il y a les thèmes de Maastricht, l'EISIC à Gorizia, le Center for Cross-Border Studies in Alma. Et dans les institutions européennes, il y a aussi des organisations qui s'occupent de coopération transfrontalière. Par exemple, dans la Commission européenne, la DG Région, la Direction générale des politiques régionales et urbaines, il y a un point de contact frontalier, le Border Focal Point, qui est très actif. Il y a aussi une plateforme du groupement européen de coopération territoriale, avec cet instrument européen, on a créé plus que 80 structures de coopération transfrontalière. Donc, on a créé une plateforme de coordination qui est dans le Conseil des régions, qui est notre institution de l'Union européenne. Les commissions régies du Parlement européen s'occupent aussi de follow-up de la coopération transfrontalière. Mais je dois dire quelques mots aussi avec le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, comme vous savez, c'est une structure différente que l'Union européenne, avec 47 membres. Donc, c'est toute l'Union européenne, plus tous les pays de voisinage, tous les pays des Balkans. Et je dois dire que le Conseil de l'Europe a été la première institution internationale qui s'occupait de la coopération transfrontalière de collectivités locales. Dans l'année 1971, le Conseil de l'Europe a appuyé la création de la conférence permanente des régions frontalières qui a devenu l'association, notre association. Mais aussi, en 1980, on a publié la première régulation pour les collectivités locales pour être capable de faire des accords avec les voisins et de développer des programmes de coopération frontalière. Mais c'est important. Maintenant, le Conseil de l'Europe s'occupe aussi d'appuyer la coopération transfrontalière des pays qui ne sont pas partie de l'Union européenne, donc avec la Russie, avec la Turquie, avec la Serbie. Donc vous pouvez imaginer combien compliqué c'est. Mais il y a beaucoup de bonnes pratiques, de bons exemples, et il y a beaucoup de bonnes nouvelles sur la coopération transfrontalière, aussi en ce territoire si difficile. J'annonce que quand vous avez accès à mon présentation, vous verrez aussi une carte de l'ARF avec toutes les structures de coopération transfrontalière. Et j'ai fait un détail détaillé de toutes les structures qui sont actives autour des frontières françaises. Je pense que peut-être c'est très intéressant pour vous, mais aussi vous pouvez voir les structures qui sont actives dans les frontières allemandes. Et quand nous prenons la frontière commune entre l'Allemagne et la France, nous avons
quelques structures qui sont les plus, qui ont, eux, le plus de réussite dans la coopération transfrontalière. C'est la GECT PAMINA, c'est la conférence de Oran, la grande région, qui est une structure superbe. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que nous disons qu'il y a une conspiration virtueuse entre la France et l'Allemagne, particulièrement dans le niveau des collectivités locales, pour faire cette Europe de le petit. Mais aussi, il y a un appui très important des États, l'État français, qui est très souvent, c'est le plus bon exemple d'un État centraliste. Peut-être, mais je dois dire que c'est aussi un des mieux exemples de l'appui de l'État à la coopération transfrontalière. Et ça n'est pas le cas dans tous les États membres de l'Union européenne. Le gouvernement allemand aussi, le système fédéral fait possible que les langues, les régions font de coopération transfrontalière, mais il y a un exercice de générosité par le niveau fédéral, par le niveau de la langue, et de lancer quelques compétences sur les eurorégions, que c'est une invention allemande. La première eurorégion a été créée entre l'Allemagne et les Pays-Bas en 1958. Et ce sont des structures très intéressantes pour la coopération transfrontalière parce que ce sont les maires qui font tous les aspects stratégiques, politiques, organisatifs, etc. pour la coopération transfrontalière. Ok, donc nous parlons de la coopération transfrontalière dans des environnements optimaux. Ce sont les frontières intérieures de l'Union européenne. Mais parce qu'il y a dans l'espace Schengen, théoriquement, c'est plus facile de faire la coopération transfrontalière. Mais il y a également, ils sont également confrontés à des défis croissants. La région transfrontalière sont une Europe à petite échelle, donc tous les défis de l'Europe se sont aussi développés dans le territoire transfrontalier. L'implémentation du Green Deal, du Pacte vert, l'accès à nouvelles technologies, la digitalisation des territoires ruraux, ça c'est une chose, et avec 2 ou 3 États participants, c'est un défi très important. Donc il y a de nombreux obstacles à surmonter, mais aussi beaucoup de petits récits quotidiens positifs. La coopération transfrontalière fait partie de l'agenda positive de l'Europe, comme c'est le cas du programme Erasmus. Mais les principaux défis aujourd'hui sont des effets de la renationalisation et du scepticisme. Par exemple, le Brexit, les mouvements anti-européens, le nationalisme, mais aussi les phénomènes migratoires sont une question qui affecte beaucoup les relations transfrontalières. Et le renforcement des contrôles aux frontières, c'est un autre problème. Donc, il y a aussi, particulièrement important dans les régions frontalières, le chômage et la manque de politique. Donc, il y a beaucoup de drain de gens qui et nous, ça c'est bon, mais nous devrons faire l'environnement le plus approprié pour ces gens pour retour au territoire. Cette fuite de cerveau et l'évolution démographique, ce sont des plus grands défis. Le changement climatique et la demande des énergies propres. L'accès à la technologie de l'information et de la communication, la stratégie de spécialisation intelligente, les pratiques d'innovation, etc. Et finalement, la réponse à l'exigence de bien-être et de prospérité pour tous les territoires. Pendant la pandémie de Covid-19, les décideurs politiques n'ont pas tenu compte de l'interaction transfrontalière. Et la première idée a été la fermeture des frontières pour contrôler la diffusion des virus. Mais la deuxième idée a été l'ouverture urgente, qu'on a découvert les réalités transfrontalières, y compris les services essentiels, les chaînes de valeur avec la frontière nationale.
Donc, il y a beaucoup qui dépendent de la main-d'œuvre des fournisseurs et des autres intervenants de l'autre côté de la frontière. Donc, la conscience de la coopération transfrontalière a été devenue une partie de tous les agents politiques. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y avait aussi des coordinations transfrontalières pour l'utilisation de ces structures transfrontalières pour garantir les services essentiels. Donc, la transfrontalière est devenue inscrite à la plupart des agendas politiques. Mais depuis combien de temps? Donc, nous avons une situation dans laquelle différentes identités, sentiments, systèmes vont encore entrer en collision aux frontières dans les années à venir. Cette diversité, c'est partie de notre travail. Il y a des difficultés à normaliser les relations transfrontalières parce qu'il y a aussi quelques frontières mentales et nous avons des problèmes de la coordination économique, du management, etc. Mais il y a beaucoup d'opportunités parce que nous travaillons dans un objectif commun de l'Union européenne qui c'est la cohésion territoriale. Et la coopération transfrontalière peut combler les lacunes dans des processus d'intégration. Donc, il ne devrait pas y avoir un chemin de retour sur ces coopérations. Il y a de nouvelles tâches qui sont identifiées aux frontières touchées par les phénomènes migratoires, mais aussi la question des minorités et les groupes particulièrement vulnérables. Ces nouvelles tâches sont identifiées même à des frontières qui sont très stables, et même à l'intérieur de l'Union européenne, parce qu'il y a un processus de frontières dans quelques territoires. Et une des tâches les plus importantes, c'est la prévention des risques, la prévention des catastrophes naturelles, des pandémies, parce que ne connaît pas de frontières. Donc, au quotidien, dans les zones frontalières, les citoyens traitent quotidiennement sur ces aspects pratiques de l'Europe, ce que nous disons les laboratoires d'intervention européens. Et il n'est pas facile de concevoir des dispositions compatibles avec tous les pays. Mais il y a un certain succès comme Interreg, comme la UST et autres. Ici, j'ai les cartes de différentes coopérations. L'objectif, c'est que quand nous pensons à un territoire frontalier avec pas beaucoup de population, il y a une masse critique suffisante pour certains services publics. Donc, ce que nous cherchons, c'est d'unir les deux côtés, ou les trois, ou les quatre côtés de la frontière. Il y a un processus de coopération transfrontalière avec 4 pays. Donc, ce n'est pas facile, ça c'est complexe. Mais notre objectif, c'est de faire la masse critique suffisante. Donc, quand une région frontalière couvre la moitié de la zone d'influence, mais quand nous pensons transfrontalière, on couvre tout. La coopération transfrontalière facilite l'atteinte d'une masse critique avec beaucoup de synergie, efficacité, planification et gestion conjointe. Donc, on peut créer des zones d'influence transfrontalière et on peut créer aussi des alliances pour des avantages communs qui sont durables. Il y a, je me référais déjà aux défis mondiaux, la migration, les réfugiés, les changements climatiques. Ça affecte particulièrement des régions frontalières. Je voudrais aussi dire, pour finir, quelque chose sur 2 projets que nous avons que nous faisons maintenant. Un projet, c'est Volunteer Youth. C'est la participation des jeunes à Interreg, donc nous pouvons faire que les gens participent dans ces projets Interreg. Vous savez dans la présentation quelques détails web où vous pouvez trouver toutes les informations. Nous avons déjà 700 jeunes européens qui ont fait qui sont volontaires d'Interreg. Le deuxième projet, c'est B-Solutions, pour identifier les obstacles juridiques et administratifs à la coopération transfrontalière et proposer des solutions. Nous avons identifié 90 cas